Donc maintenant, on va passer à la preuve du théorème de Wang. Donc en fait, on va voir que cette preuve-là, finalement, elle n'est pas compliquée à comprendre, sûrement beaucoup plus compliquée à imaginer, parce que voilà, ça faisait 30 ans que des chercheurs travaillaient dessus, mais finalement, il y a aucun argument très complexe dedans. Et voilà, c'était un peu le chaînon manquant de toutes ces histoires-là, mais finalement, c'est pas si compliqué en fait la preuve. Bon, il faut de l'astuce, mais rien de. Pas d'outils nouveaux, rien de compliqué. Et le théorème de Gotsman et Limal, alors il se démontre comment? Alors, celui-là, c'est un peu plus compliqué. On utilise de la transposée de Fourier sur les fonctions booléennes. Donc, en fait, ouais. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils reformulent chacune des deux propositions en termes de coefficient de Fourier, enfin, des transformés de Fourier des fonctions booléennes. Et ils arrivent avec des manipulations à prouver cette équivalence-là. Mais finalement, ouais, la preuve de ce théorème est plus compliquée, mais c'est celui-là qui manquait pour compléter la conjecture de sensibilité. D'accord, on doit pouvoir trouver l'article de Gotsman et Oui, Gotsman l'article, et on Lignal. pourra le mettre en référence. En L'article de référence? Gotsman et Voilà, Lignal, ouais, d'accord. oui, ça se lit bien la preuve. Hein, Oui, pas... d'accord. Alors, pour la preuve du théorème de Wang, il faut d'abord que je parle du théorème d'entrelacement de Cauchy. On va utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est ce théorème? Si je prends une matrice symétrique à coefficient R, je vais prendre S, un sous-ensemble de 1n, un sous-ensemble d'indices. Je note AS, comme ça, la matrice extraite qui correspond, où je prends, en fait, je prends simplement les lignes et les colonnes d'indices dans S. Ok? Donc c'est une sous-matrice, la matrice A. Alors on note lambda 1, lambda 2, etc. jusqu'à lambda n les... alors oui, on va juste dire que S est cardinal M. Alors M et N, ça va se confondre, donc on va dire K, plus petit que N. Ok, donc je note lambda 1, lambda 2, lambda n, les valeurs propres de A, donc ordonnées dans l'ordre décroissant, Décroissant. les valeurs propres de A, et mu1 jusqu'à mu_k, les valeurs propres de la matrice extraite. Alors, c'est des matrices symétriques, donc on a le théorème spectral, c'est des valeurs propres réelles, tout va bien. Alors, le théorème de Cauchy va nous donner, il porte bien son nom, ça va dire que les valeurs propres de la matrice extraite sont coincées entre les valeurs propres de A. Et donc, plus précisément, on a que pour tout I, donc pour tout I dans un N, dans un K, pardon. Donc K, c'est la taille de la sous-matrice. Lambda I est plus grand que mu I, qui est lui-même plus grand que lambda I plus N moins K. Alors je vérifie que c'est bien les bons indices. Ouais, c'est ça. Donc ça dit que les valeurs propres de la sous-matrice sont coincées entre les valeurs propres de A. Et on va se servir de ce théorème-là pour démontrer le théorème de Wang. Alors la preuve, la preuve, bon, on peut la trouver facilement sur internet, c'est pas très compliqué. Ça découle du principe min-max de courant Fischer. Bon, voilà, c'est assez classique comme résultat. On trouve plein de références à ce sujet. Alors la preuve du théorème maintenant, on va la décomposer en 3 étapes. Alors trois étapes qui sont vraiment très courtes. Alors en premier lemme, on va introduire une suite de matrices. Alors on définit la première matrice A1, ça va être comme ça, non ici. Donc A1 c'est ça, et ensuite on définit par récurrence AN, ce sera AN-1, une matrice par bloc, AN-1, identité, et là moins AN-1.
Alors, l'identité de la bonne taille, donc la bonne taille, c'est 2 puissance n-1, puisque ça, c'est une matrice de taille 2 puissance n. On double la taille à chaque coup. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dis sur cette suite de matrices? Eh bien, mon résultat, c'est que AN a pour valeur propre racine de n et moins racine de n, et elles sont chacune de multiplicité 2 puissance n-1. De multiplicité égale chacune de multiplicité 2 puissance n-1. Alors, comment on fait la preuve de ça? Eh bien, tout simplement, par récurrence, on montre que AN au carré est égal à n fois l'identité. Alors, c'est clair pour dimension 1, hein, le carré de cette matrice, c'est bien l'identité. Pour l'hérédité, bon, c'est pas plus compliqué. Hein. Si je prends AN au carré, bah, je regarde les blocs. Hein, bon, je vais l'écrire, ça fait ça. Voilà, la même chose. Et là, bah, si on fait les produits par bloc, bah, là je vais avoir AN-1 au carré, ici AN-1 au carré plus identité. Donc j'ai bien n plus 1 fois l'identité. Ici, AN-1 identité, hop là, on va avoir AN-1 moins AN-1, ça fait 0. Ici, pareil, on va avoir AN-1, ici, pardon. C'est une matrice symétrique. Oui, c'est symétrique, c'est évident que c'est symétrique, bref, on a 0. Et là, ici, on va avoir encore le identité plus AN-1 au carré, donc on a bien n plus 1 identité. Donc ça fait bien n plus 1 i. Alors là, bon, c'est pas le même i ici. Hein. Là, c'est taille 2 puissance n, et là, c'est taille 2 puissance n moins 1. Bon. Ok, donc rien de très compliqué ici. Donc ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le polynôme minimal de AN, c'est x au carré moins n, parce que ce polynôme-là annule AN, et AN, c'est pas une homothétie, donc il n'a pas un polynôme minimal de degré 1. Donc, son polynôme minimal, c'est x carré moins n, donc ses valeurs propres, c'est racine de n et moins racine de n. Et maintenant, comment je sais qu'elles sont chacune de multiplicité 2 puissance n moins 1? Ben là, l'outil magique, c'est la trace. La trace de AN, c'est 0. Donc, les valeurs propres sont... on sait que la somme des valeurs propres avec multiplicité doit faire 0. Donc, elles sont forcément chacune de même multiplicité, donc de même multiplicité 2 puissance n moins 1. Voilà comment faire une eau là, au stade de Vélodrome avec 56 000 personnes. On fait maintenant le lien entre cette suite de matrices qu'on a introduites. On va voir pourquoi on les a introduites. Donc on va faire le lien avec les sous-graphes de l'hypercube, avec un deuxième lemme. Alors, si j'ai... le lemme est assez général, donc j'ai un graphe H, un graphe, A, une matrice à coefficient, une matrice symétrique, à coefficient 0, 1 ou moins 1. Dans 0, 1 ou moins 1. Moins 1, 0, 1. Donc, évidemment, c'est exactement ce qu'on a pour AN. Alors, on va faire le lien entre les valeurs propres de A et le degré maximal du graphe. Alors, il faut juste une condition quand même sur A, c'est que AIJ. Alors, oui, AIJ, alors non, oui, on va dire que H, on note H a n sommets, et n, ça va être la taille de la matrice A. Donc on note les sommets 1 jusqu'à n. Okay. Et je dis que AIJ égale 0, donc dans la matrice A, le coefficient IJ vaut 0, si et seulement si I et J ne sont pas reliés dans le graphe. Okay. Donc en fait, pour ceux qui connaissent, A c'est quasiment la matrice d'adjacence du graphe, c'est-à-dire qu'on met... c'est une matrice d'adjacence, c'est...
on a une matrice indexée par les sommets du graphe, et on met des 1 quand il y a une arête, et des 0 quand il n'y en a pas. Bon, la seule différence avec la matrice d'adjacence, c'est que des fois je mets des -1 à la place de mettre les 1. Mais bon, voilà, c'est ce qui... Mais sinon, c'est... Bon, la valeur absolue de la matrice, entre guillemets, c'est la matrice d'adjacence du graphe H. Et donc, avec ça, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, je dis que le degré maximal de H est plus grand que la plus grande valeur propre de A. Alors, je réutilise les mêmes notations que dans le théorème de Cauchy, je note lambda 1, la plus grande valeur propre de A. Alors ça, comment ça se démontre? C'est pas très compliqué non plus. Je prends un vecteur propre, donc un vecteur propre c'est mon nul, tel que AV égale lambda 1 V. Je choisis I0 tel que I0 c'est la composante maximale du vecteur. Donc VI0 est plus grand que VJ pour tout J. Pour tout J dans un N. Et maintenant, qu'est-ce que je dis? Eh bien, lambda 1 fois VI0, c'est égal à coefficient I0 de AV, puisque c'est un vecteur propre, de valeur propre lambda 1. Donc ça, si j'écris le produit matriciel, ça vaut la somme pour J allant de 1 à N des A I0J VJ. Ouais, c'est bien dans le bon sens. Et maintenant, VJ, bah, il est plus petit que VI0. Il me reste la somme de AI0J. Sauf que ça, c'est 0 si I et J ne sont pas reliés, et c'est 1 si I0 et J sont reliés. Donc je peux me dire que c'est juste la somme pour J relié à I0. Et donc ce machin-là, ça vaut le degré de I0 dans le graphe. Et donc c'est plus petit que le degré maximal, alors toujours fois VI0. Et ben là, je peux simplifier, hein, ici et ici, puisque VI0 c'est pas 0, puisque le vecteur propre il est non nul. Donc on a bien que lambda 1 est plus petit que delta H. Waouh! Attends, tu veux dire en gros que toute l'astuce c'était de s'autoriser des -1 dans le graphe, dans la matrice d'adjacence? Exactement, parce que du coup, afin d'avoir des valeurs propres. Pour avoir des valeurs propres. Et après, maintenant, il suffit de dire, en fait, le delta H, on va l'exprimer comme lambda, donc il est plus grand que lambda 1 de A. Et avec ça, on va avoir le lambda 1 plus grand que racine de n. Ah, ok, je te laisse, vas-y, continuer. Alors, je vais effacer la preuve du lemme 2. Et donc, pour conclure, on a choisi AN et exactement pour pouvoir appliquer le lemme 2, hein. Donc AN et QN, donc QN, toujours le graphe de l'hypercube, donc vérifie les hypothèses du lemme 2. Pourquoi? Parce que j'ai bien un 0 à chaque fois que j'ai pas d'arête. On va juste voir ça, les hypothèses du lemme 2. Alors, ça se voit par récurrence aussi en fait, parce que si vous voulez, A1 ça correspond au carré, oui, en dimension 2 au carré. Donc j'ai forcément des zéros sur la diagonale, hein, parce que le graphe du... non, ça correspond pas au carré, ça correspond à 1, ça correspond à ça en fait. Ça correspond au segment. J'ai pas d'arête entre 0 et 0. Et j'ai une arête entre 0 et 1, c'est symétrique, j'ai une arête entre 1 et 0, et pas d'arête entre 1 et 1. A2, ça correspond au carré, et en fait, bon. Ouais, en fait, AN, si on regarde ça en valeur absolue, c'est la matrice d'adjacence. C'est la matrice d'adjacence d'une part, et c'est la puissance tensorielle de A1. C'est la énième puissance tensorielle de 1. Et donc, ce qui
Ce qui fait que, oui, effectivement, on se convainc assez facilement que c'est la matrice d'adjacence du cube, quoi, en fait, de l'hypercube. La meilleure manière de la voir, c'est la construction par récurrence de l'hypercube, c'est-à-dire que, ok, donc A1, ça correspond bien au segment. Et ensuite, quand je fais par récurrence, eh ben, le dessin de l'hypercube, c'était quoi? C'était je faisais un hypercube de dimension 1 de moins, je dessinais à un côté et je les reliais. Et ben, donc ça correspondra à un hypercube, ça correspondra au deuxième hypercube, et les matrices identités comme ça correspond à je relie les points des deux hypercubes de dimension n-1 qui se correspondent l'un à l'autre. Ok, c'est super convaincant. Du coup, je comme mets ça. les 1 là où il faut, et ça fait exactement que AN, c'est presque la matrice d'adjacence, si on oublie cette histoire de 1 moins 1. Ok, donc AN et QN vérifient bien les hypothèses du M2, d'accord. Donc maintenant, je peux prendre des sous-graphes. Si je prends un sous-graphe H, un sous-graphe de QN, et que je prends ANH, donc ANH, ça va être la matrice extraite qui correspond à, je prends que les colonnes d'indices données par les sommets qui sont dans H, ok. Bon bah AN et H vérifient toujours les hypothèses du LEM2, pareil. Donc qu'est-ce que j'écris? Bah, j'écris le résultat du LEM2 pour AN et H, ça me fait que delta AN de H est plus grand que, alors je vais appeler ça mu1 de AH. Bon, j'appelle ça mu1, c'est toujours la plus grande valeur propre, mais vu que c'est la matrice extraite, ici je l'appelle mu1 pour être cohérent avec les notations du lemme de Cauchy. Et donc, du coup, je vais pouvoir appliquer ce lemme de Cauchy. Ah oui, alors j'ai juste oublié de dire que H, je le prends de taille 2n-1 plus 1, hein, c'est ce qui m'intéressait dans le théorème de Wong. Je veux un sous-graphe de cette taille-là, de 2n-1 plus un sommet, et je vais montrer que delta h est plus grand que racine de n. Donc, alors qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, donc c'est pas delta de la matrice, c'est delta de h. Hein. C'est là, c'est ANH. Pardon. Donc ça, c'est, j'ai appliqué le lemme 2 à ma matrice ANH et à mon sous-graphe H. Donc la taille, donc en fait ça correspond dans le théorème de Cauchy à ce que j'ai appelé K. Et le n ici, alors bon là c'est pas idéal, mais le n ici c'est en fait un 2 puissance n-1. Un 2 puissance n. Et la taille de cette matrice-là, et de ce graphe-là. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai? J'ai mu1, c'est plus grand que lambda 1 plus, alors n-k, donc 2 puissance n moins 2 puissance n-1 plus 1 de a n. Donc en fait ça c'est lambda 2 puissance n-1 de a n. Hein, parce que les 1 ils se simplifient, 2 puissance n moins 2 puissance n-1 ça fait 2 puissance n-1. Et donc ce truc là, ça vaut exactement racine de n. Pourquoi? Parce qu'on a montré que racine de n était valeur propre de a n, de multiplicité 2 puissance n-1. Donc ça marche vraiment pile quoi. On est pile poil à la limite. Là il y aurait eu 1 de plus, on aurait eu un racine de n. Mais là on a bien ce qu'il faut. Et donc on a bien montré que delta h est plus grand que racine de n. Et ça conclut la preuve du théorème de Wang. Et donc de la projectio sensibilité, donc qui s'appelle maintenant théorème de Wang. Magnifique. Voilà. 30 ans résumés en 15 minutes. Ouais, bah ouais, avec une astuce extraordinaire. C'est génial, c'est sûr que là. Si tu regardes la preuve, ouais, il reste rien. C'est vraiment pas compliqué, mais il fallait tout mettre dans le bon ordre, et c'est ça le génie, quoi. C'est des arguments tout bêtes, mais bon. Faut avoir l'idée de mettre ces moins 1 à la matrice d'adjacence, et puis d'aller chercher ce théorème de Cauchy, là, et qui marche pile poil comme il faut, quoi.